Bonjour à toutes et à tous, je crois qu'on est en ligne. Merci pour votre présence et bienvenue à ce 28e webinaire du SEMA. Les participants commencent à arriver. Nous sommes ravis de vous accueillir et d'accueillir Nicolas Leméoté. Vous avez été nombreux à vous inscrire et on vous en sait gré car ce sujet nous intéresse particulièrement au SEMA, à l'heure où notre société doit faire face à des conflits environnementaux qui viennent questionner la survie même de notre espèce. Alors, pour rappel, et pendant que l'on attend les participants, que tous les participants se connectent, je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en ligne sur le site du SEMA gratuitement. Et si donc à son issue le thème vous a intéressé, n'hésitez pas à le recommander autour de vous. Et d'une manière générale, n'hésitez pas à suivre les actualités du SEMA puisqu'on va vous proposer de nombreux webinaires en 2024. On n'a pas encore défini tous les thèmes, mais n'hésitez pas à nous suivre sur le site et sur les newsletters pour être tenu au courant. Alors, la première des choses, sans doute, c'est de vous présenter notre invité. Bonsoir Nicolas Leméoté. On Merci, est là. merci d'être parmi nous. Alors, Merci de me recevoir. merci. Tu es géographe de formation, spécialiste des rivières, et tu as notamment conduit des démarches participatives dans les domaines de la protection contre les risques naturels, de la gestion de l'environnement et du partage des ressources en eau. Aujourd'hui, tu es médiateur indépendant, tu es collaborateur au sein de Dialter, qui est une scope qui évolue dans le domaine de la médiation environnementale, et tu es également membre de l'école du dialogue territorial. Alors en 2022, tu as publié un ouvrage intitulé Médiation environnementale au pluriel. C'est important et tu pourras sans doute nous l'expliquer. Et cet ouvrage est sous-titré Pour construire un monde commun. Alors dans ce livre, tu explores les pratiques actuelles de médiation environnementale qui visent à résoudre les conflits au plus près des territoires. Tu traces des perspectives stimulantes pour accompagner la nécessaire transition écologique et nous aider à répondre aux défis actuels. Et nous sommes vraiment très heureux de t'accueillir parce que ces défis sont nombreux et c'est un domaine, tu nous le diras sans doute, en pleine évolution et qui mérite d'être connu et vraiment mieux appréhendé par l'ensemble des médiateurs, mais aussi du public d'une manière générale. Alors, je voulais faire cette petite présentation. Après, je pense que tu voulais peut-être toi aussi te présenter à l'aide d'une image que tu voulais partager. Est-ce que tu souhaites... Oui, alors peut-être juste en complément de ce que tu disais pour illustrer un peu le parcours et la démarche en fait. Donc comme tu disais, je viens du monde de l'eau, de la gestion de l'eau et de la concertation sur l'eau. Et je me suis formé quand je me suis formé à la médiation, donc c'était la médiation généraliste. C'était aussi dans l'idée de voir autre chose, en fait, une thématique qui me semble, enfin, pour lequel j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Enfin, voilà, c'était lié aussi à une évolution personnelle. Et en fait, ce que j'ai pu voir au cours de cette formation, c'est que tout me ramenait en fait à l'expérience, aux expériences que j'avais eues dans le domaine de la concertation. Et il y avait énormément d'échos en fait qui se faisaient quand on parlait finalement divorce, licenciement, ou en tout cas quand on parle de conflits interpersonnels. Ça faisait énormément écho à tout ce que moi j'avais vécu autour d'études sur le partage de la ressource, sur l'aménagement des rivières. Et du coup, le livre que j'ai produit, en fait, pour moi, il est venu essayer de démêler vraiment tous ces échos qu'il y avait entre ce qui se joue à des échelles individuelles et ce qui se joue à l'échelle collective. Mhm, Donc voilà, finalement, et ça m'a ramené du coup du côté de l'environnement et à partir de là, enfin, j'ai intégré la dimension relationnelle beaucoup plus donc dans mes pratiques. Et puis du coup, je me suis lancé vraiment en tant que médiateur environnemental. Et aujourd'hui, je pratique, on va en parler, ce qu'on appelle le dialogue territorial, qui est une forme de médiation environnementale, en tout cas, voilà, ça fait partie d'un des courants, en tout cas, de la médiation environnementale actuelle. mhm. Euh, alors, voilà, c'était un petit préambule. Et en termes pour introduire un peu mon propos, donc tu parlais
de la crise écologique actuelle. Euh, alors, sauf que j'ai fermé, excuse-moi, j'ai fermé le diaporama que je devais afficher. Je ne sais pas si tu l'as, toi. Oui, Est-ce alors, qu'on va faire comme ça? Donc, voilà, c'est vraiment vous partager un petit peu comment, sur le fond sur lequel moi j'inscris ma pratique et puis ma démarche. La première, c'est voilà ces images en fait qui sont. Alors moi, j'habite en Haute-Savoie et euh, il y a l'année dernière, enfin depuis 2020, en fait, il y a tout un mouvement à côté de chez moi qui s'est constitué autour de la création d'une retenue collinaire, voilà, qui a donné lieu à une ZAD. Et pour moi, donc c'est les images un petit peu de tout ce conflit qui s'est déroulé autour des problématiques de transition en montagne. Et ça me semble vraiment illustrer le contexte en fait conflictuel qui a vraiment accéléré, je pense, cette dernière année. D'une année sur l'autre, en fait, le contexte environnemental évolue vraiment rapidement et plutôt du côté de la conflictualité, mm, avec à la fois des opposants qui sont en tout cas pour beaucoup de monde, dans une forme de radicalité, et en même temps des pouvoirs publics qui, en fait, peinent à faire de la concertation en amont des projets et peinent, dans tous les cas, à faire émerger une vision commune en l'occurrence, là, ce que pourrait être l'avenir de la montagne, quoi. Donc mm, ça se cristallise autour des questions, là, en l'occurrence de ski, de ressources en eau. Mais c'est vraiment une vision qui est très divergente, en fait, entre les acteurs. Et j'avais deux images qui me semblaient, du coup, illustrer cette problématique de vision. celle-là, Alors, celle-ci, alors je l'ai tirée Alors, c'est un livre d'histoire de France illustré que j'avais quand j'étais petit. Donc, voilà, j'ai grandi dans les années 70, donc à la toute fin des Trente Glorieuses. Et voilà, il me semble que j'ai vu évoluer beaucoup de choses. Donc, on va dire ça, c'est le point de départ euh, du discours que j'ai pu entendre quand j'étais plus enfant, où voilà, on dit que alors, je sais pas si vous arrivez à lire, mais on dit que la France regarde avec confiance son avenir, qu'elle a voilà, qu'elle cherche du pétrole, qu'elle a construit des autoroutes, des barrages. Et voilà, on se projette vraiment dans la continuité des Trente Glorieuses et de l'époque de reconstruction d'après-guerre. Et ça, c'est un discours auquel moi j'ai pu être en tout cas exposé quand j'étais enfant. Et au bout de 40 ans plus tard, un autre discours. Alors, du coup, la photo suivante, voilà, on est là. Donc, tu parlais tout à l'heure de la question de survie. Ça va, voilà. Tu posais la question de la survie de l'humanité. Donc, on est passé à finalement une vision hyper optimiste de l'avenir, à aujourd'hui un questionnement de grosses incertitudes. Et en tout cas, je pense qu'on a des territoires où des personnes sont vraiment écartelées entre ces deux visions entre les deux, il y a tout un éventail hein, de sensibilité ou de vision de l'avenir. Et, euh, et pour moi, une des difficultés aujourd'hui des pouvoirs publics est de dégager ce qui pourrait être un intérêt général, c'est cette vision de l'avenir, quoi. On voit forcément, on ne trouve pas le même intérêt. Ce qui compte n'est de toute façon pas la même chose si on imagine un effondrement à échéance 10 ou 20 ans, ou si on se projette dans ce qui a été un moment un développement durable, où on parlait de générations futures, voir si on est encore un petit peu ancré dans l'époque de cet idéal du progrès des Trente Glorieuses. Donc on a vraiment des visions hyper divergentes. Voilà, ça c'est à l'échelle macro qui viennent aussi expliquer à la fois le besoin de changement qui est vraiment énorme dans des situations où on est dans des sociétés hyper complexes et qui du coup créent du conflit. Et voilà, ça c'est le contexte. Et en même temps, j'avais envie du coup de montrer cette photo qui illustre aussi ce qui se passe de façon voilà, discrète, beaucoup moins médiatique, dans le cadre de dialogues de terrain où voilà, on fait discuter des agriculteurs, des chasseurs,
euh, des collectivités, des élus, enfin, des profils vraiment très différents, des néo-ruraux. euh, et au fond, moi, j'ai envie de garder cette image qui est optimiste, quoi, qui montre qu'il y a des choses qui se passent au niveau du terrain et que c'est à cette hauteur d'homme, pour moi, que les choses se jouent aussi beaucoup. Hmm. Donc, c'est vraiment ça voilà, que le dialogue territorial essaye de promouvoir, quoi. Très bien. Donc, cette image, en fait, finalement, ça définit un peu ton approche de la médiation environnementale et la façon, ta posture de médiateur environnemental, la façon d'aborder les choses et le dialogue entre ces acteurs qui s'opposent, bien entendu, sur des problématiques qui font appel à la survie, finalement, même de l'espèce humaine aujourd'hui. Et peut-être pour rentrer en matière de façon plus concrète, peut-être proposer une définition de la médiation environnementale. Jusqu'à récemment, on entendait peu parler de médiation environnementale en France. On en entend davantage parler, me semble-t-il, depuis 2 ou 3 ans. Je ne sais pas si c'est parce que tu as publié ton ouvrage, je crois que c'est en 2022 que tu l'as publié, Oui. et que c'est à ce moment-là, moi, que je me suis plus spécifiquement intéressée à ça. Euh, mais est-ce que si c'est également ton constat de dire que ça se développe, qu'on en parle davantage, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment déjà, avant même la définir, comment ça s'est développé et pourquoi? Alors, mais la médiation environnementale, elle vient des États-Unis comme la médiation, on va dire, généraliste. Elle s'est d'abord développée là-bas, alors, dans les années 70, au niveau expérimental, et rapidement, en fait, elle a pris c'est devenu une pratique courante, en fait, de gestion de conflits ou de projets aussi, dans le cadre de la création de politiques publiques, par exemple, autour d'environnement. Donc, il y a plusieurs formes. Donc, ça, c'est vraiment ancré dans la culture nord-américaine. Elle s'est aussi bien développée au Québec, Mhm. où elle est reconnue en fait comme une pratique qui peut être complémentaire ou alternative au débat public pour les grands projets d'aménagement. C'est aussi une pratique auquel les institutions internationales font beaucoup de promotion, notamment dans le cadre d'États qui ont des problématiques de gouvernance en fait défaillantes. Euh, mais sinon, en fait, au-delà de ce contexte-là, la médiation environnementale, elle s'est, en tout cas telle qu'elle se pratique aux États-Unis, elle s'est assez peu développée. Et en France, aujourd'hui, c'est une pratique qui est assez discrète, en tout cas, que l'association GESER a développée, puis la SCOP Alterne dans laquelle j'interviens autour de l'approche dite du dialogue territorial. Donc c'est aujourd'hui l'approche française voilà, qu'on trouve en France et puis qui fonctionne, avec des expériences donc, qui ont plus de 20 ans, qui est formalisée et voilà, qui est une pratique reconnue euh, aujourd'hui, mais qui reste assez confidentielle, sachant qu'il y a aujourd'hui très peu de professionnels qui se réclament de la médiation environnementale. Donc, ça, c'est un peu la photo aujourd'hui. Maintenant, tu parlais du fait qu'on en parle de plus en plus, et effectivement, euh, depuis quelques années, alors je pense que c'est sous l'effet des nombreux conflits, on parle beaucoup de médiation, un petit peu comme une porte de sortie pour résoudre des crises. Voilà, on n'a pas toujours les conditions pour la mettre en œuvre, en fait. Enfin, ça demande des conditions particulières, on pourra en discuter. Euh, mais il y a un intérêt qui est beaucoup plus fort, en tout cas, ça c'est certain. En plus, il y a la médiation environnementale, la médiation généraliste, notamment aussi administrative, qui tire un petit peu cette pratique-là. Mais pour autant, voilà, elle reste, on dit parfois qu'elle est le parent pauvre de la médiation, donc on est encore sur une pratique qui va sans doute, voilà, moi je suis convaincu qu'elle va se développer à moyen terme, euh, qui reste encore une pratique de niche, en tout cas dans le domaine de la concertation qui regroupe d'autres types de pratiques. Hmm. Donc voilà, on en est là en tout cas aujourd'hui en France, quoi. Alors, tu utilises le pluriel dans le titre de ton ouvrage, donc j'en déduis qu'il y a une diversité de médiation environnementale. J'imagine que c'est ce qui a expliqué le S que tu as choisi de mettre dans ce titre. Peut-être tu pourrais nous parler des différentes formes de médiation environnementale, peut-être les définir pour nous, certaines, peut-être qu'elles sont trop diverses pour être exhaustifs, mais peut-être les principales.
Alors, euh, alors oui, elles sont forcément diverses, mais en tout cas, il y a deux, on va dire, deux grands courants qui sont formalisés. Il y a l'approche de la construction de consensus. Donc là, c'est vraiment l'approche nord-américaine et qui a vraiment une culture de négociation raisonnée assistée, en fait. On est sur cette logique-là, avec une part de relationnel qui est présente, mais qui est relativement faible. Et en parallèle, du coup, l'autre approche qui est formalisée, qui est théorisée, c'est l'approche du dialogue territorial, où là, sans exclure la question de la négociation autour des intérêts, il y a un focus qui est fait sur les enjeux relationnels, en fait, comme un préalable à la résolution des problèmes en commun. Donc, on a un petit peu, en fait, on retrouve les mêmes types de distinctions entre ce qu'on appelle parfois la médiation évaluative en médiation généraliste et puis la médiation facilitatrice, Mm. sachant que, il y a aujourd'hui pas de médiation transformatrice au niveau de l'environnement. Et peut-être qu'on pourrait en dire un mot. Pourquoi en fait? Participants, médiation évaluative, facilitative, je ne sais pas si tout le monde est familier parce que c'est des classifications qui viennent des États-Unis et qui sont pas vraiment exprimées comme ça en France, mais qui existent. C'est une réalité de la pratique des médiateurs. Mais peut-être très rapidement dire un mot du En focus. fait, pour moi, ce qui fait la différence, c'est la directivité du médiateur. Euh, on va dire à l'extrême dans le transformatif, c'est du non directif même sur le processus. Alors je le dis de façon très caricaturale et de l'autre, c'est très directif sur le processus, voire on commence à arriver à la limite de la conciliation. Donc voilà, on a tout ce continuum-là. Et la médiation environnementale, en fait, on peut retrouver les mêmes logiques, sachant que finalement, l'horizon commun, en fait, entre les deux, pour moi, c'est celui de la médiation, c'est-à-dire l'autonomie et la responsabilité des parties prenantes. Euh, voilà, le tiers neutre, le médiateur, pour moi, en tout cas, c'est qu'un moyen, en fait, au service de cette autonomie-là. Et c'est cette logique, pour moi, qui doit distinguer, en tout cas, la médiation, le médiateur dans le domaine de l'environnement des autres pratiques de dialogue environnemental, puisqu'il y en a d'autres. Mhm. C'est de mettre les parties vraiment en position autonome et responsable. Donc là, tu as, un petit peu brossé le panorama entre ces différents types de médiation. Est-ce que tu peux peut-être, tu en as un petit peu parlé, mais vraiment pour qu'on soit au clair sur cette question, sur le cadre et le socle commun, malgré cette diversité, entre un médiateur qui va être très directif et très centré sur l'objet, et presque à la limite de l'expertise peut-être, et un médiateur qui va laisser plus les personnes dialoguer. Qu'est-ce qui fait qu'on va parler, dans un cas comme dans l'autre, de médiation environnementale? Ben, pour moi, l'idée, c'est le, comme pour la médiation, en fait, c'est que le médiateur intervient sur le processus et pas sur le fond euh, du, du conflit, sachant que cette distinction, elle est quand même assez, on peut la nuancer, mais c'est vraiment l'idée, en fait. Et du coup, de laisser toute la place aux parties prenantes, quoi. Voilà, sachant que dans le monde environnemental, ça pose une vraie question qu'on peut finalement sur le fait de laisser des parties prenantes dans un espace restreint. Enfin voilà, on est sur des logiques de groupe restreint dans tous les cas en médiation. Et comment on articule finalement ce groupe restreint avec l'ensemble des parties prenantes, sachant que les problématiques environnementales concernent généralement énormément de monde et également d'autres catégories de parties prenantes comme les vivants non humains. En tout Hmm. cas, il y a des absents dont il faut tenir compte. Et là, c'est tout un champ de réflexion en fait pour la médiation environnementale. Donc ça, c'est une des spécificités, intervenir avec des grands groupes, avec peut-être aussi des enjeux qui ne sont pas représentés dans l'espace de médiation. Peut-être tu peux nous dire un peu, pour illustrer, rendre plus concret ton travail, c'est dans quel type de situation tu es amené à intervenir et dans quel contexte et en quoi cette médiation te semble adaptée.
pour résoudre les problématiques dont tu es saisi? Alors, moi, par rapport à mon parcours, donc j'interviens aujourd'hui surtout sur des problématiques qui sont liées à l'eau ou à l'aménagement de rivières, typiquement dans des projets de création de bassins de rétention en amont de villes, de zones inondables en fait urbanisées et pour lesquelles il y a besoin de faire des ouvrages qui impactent des usages déjà présents, des territoires avec des activités agricoles. Donc on est sur voilà, des enjeux contradictoires. Également de la renaturation de cours d'eau où on est sur un petit territoire finalement où il y a beaucoup d'usages existants et qui a besoin de concilier en faisant de la place à la nature. Donc plutôt sur des projets en fait qui sont des projets pour accompagner la transition écologique en fait dans cette logique-là et qui génèrent du coup des résistances, des oppositions et pour lesquelles il y a besoin d'avoir une insertion en fait dans le territoire. Donc ça c'est en ce qui me concerne et mes autres collègues en fait interviennent voilà on intervient sur tout type de projets, des projets énergétiques autour de barrages, de développement de photovoltaïque, euh, d'éoliennes. On peut intervenir sur des infrastructures collectives de type incinérateur ou sur des développements d'activités ou des conflits d'usage, par exemple dans le cas de carrières, de projets de carrière existantes qui posent des nuisances ou alors des projets de carrière euh, ou des projets d'aménagement du territoire en général. Et aussi beaucoup du coup sur des projets de gestion des milieux naturels ou d'espèces qui, Mhm. du coup, ont besoin d'être intégrés au sein des territoires. Voilà, on n'est pas en terrain vierge et c'est ce qui vient justifier notre approche, en fait, pour concilier des intérêts divergents. Mm. Et concrètement, comment se passe un processus donc depuis la genèse qui te contacte pour chacune des problématiques et ensuite comment tu fais pour décider qui va être autour de la table et comment tu organises? En médiation, on se fait souvent des séances individuelles, des séances plénières, mais peut-être c'est un peu différent compte tenu des enjeux et de la taille des groupes que tu accueilles. Alors, ouais, alors un processus type, en fait, alors déjà, en termes de commanditaires, on travaille beaucoup avec des collectivités ou des porteurs de projets. Donc, voilà, ça peut être l'ONF ou EDF. Enfin, généralement, c'est des gros organismes qui ont des projets, des enjeux d'intégration en fait de ces projets au territoire, quoi. La dimension territoriale, elle est fondamentale puisque c'est vraiment l'espace du vivre ensemble. Euh, voilà, donc c'est vraiment au niveau du territoire. Donc collectivité et on va dire gros organismes pour l'essentiel. Euh, et en fait, la façon dont ça se passe, il y a un gros temps de préparation. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du dialogue territorial par rapport à d'autres formes de concertation qui viennent en fait de la culture de la médiation autour du travail sur les conditions d'une médiation. Donc, euh, disons, cette pratique, elle a récupéré en fait, elle hérite en fait de ça. Et concrètement, un processus type, en fait, ça consiste d'abord à conduire des entretiens individuels ou semi-collectifs, en tout cas avec des visions homogènes, en fait, plutôt en bilatéral, pour voir quels sont les enjeux au niveau du projet ou du problème à résoudre et comment chacun voit le processus à venir en fait de concertation. Donc là, on est sur vraiment la co-construction du cadre où on va essayer au mieux de faire tenir ensemble les enjeux du porteur de projet avec les préoccupations des parties prenantes, de façon à avoir un cadre, en tout cas, du dialogue qui soit motivant pour tout le monde, qui identifie toutes les parties prenantes à mettre autour de la table, qui identifie les objets qui sont mis à la discussion, éventuellement ceux qui en sont exclus. Donc vraiment avoir quelque chose de très clair, une feuille de route en fait, auquel chacun peut adhérer en conscience de façon éclairée. Et là, enfin le côté volontaire en fait, c'est aussi ce qu'on hérite de la médiation. Donc, c'est avoir un cadre qui soit, en tout cas,
claires et qui permettent voilà, un investissement dans le processus qui soit complètement éclairé, quitte à ce que voilà, on puisse travailler après les conditions de chacun en fonction des contraintes des uns et des autres. En tout cas, c'est d'arriver à faire tenir tout le monde dans ce processus-là. Donc ça, c'est l'amont. Mhm. Et après, donc, on engage le processus de médiation en tant que tel. Et en fait, là, on s'appuie beaucoup sur le processus un peu classique, en tout cas en médiation, c'est-à-dire qu'on travaille sur les positions de départ et puis on va aller vers les besoins en fait de chacun en visant autant que possible une reconnaissance mutuelle au sein des participants. Donc, on travaille avec des groupes de 20-25 en fait. C'est vraiment au-delà de 25, on n'arrive plus à dialoguer de façon directe. Donc, c'est vraiment cette échelle de groupe-là. Et au sein de ce groupe qui regroupe finalement les principales parties, enfin c'est une sorte de panel de parties prenantes, ben, on va travailler sur les besoins et puis jusqu'à aller à la recherche des solutions pour proposer un projet qui ensuite, alors peut-être à la différence de la médiation, est proposé à des décideurs, souvent des élus, voilà, qui s'en saisissent au bout de ce processus. Et Donc, peut-être, pour ajouter peut-être une particularité, c'est comme il peut y avoir les habitants du territoire ou le grand public en fait qui est concerné, on peut aussi rajouter dans ce processus-là des réunions publiques, des ateliers publics en fait qui viennent soit en amont nourrir le travail du groupe de concertation, soit dans une logique de consultation en fait qui vient donner un avis sur le travail qui a été effectué et qui permet ensuite de le réajuster. Donc, on articule voilà, comme ça des groupes restreints avec une échelle de travail plus importante, d'où finalement la double pratique en fait qui est celle de la médiation à l'échelle enfin, collective, on est sur des médiations collectives, et des pratiques de participation du public euh, quand voilà, les personnes concernées sont, sont très nombreuses. mm. Donc, quand tu as donc, si je comprends bien, tu as des porteurs de projets qui sont plutôt des personnes privées qui veulent. Bah, tu parlais tout à l'heure de les photos que tu montrais, il y avait des pistes de ski, par exemple, qui ont un projet de ce type-là et qui viennent donc te chercher pour les accompagner et qu'il n'y ait pas d'opposition trop forte ou en tout cas qu'ils puissent prendre en compte les besoins des uns et des autres, c'est ça? Ensuite, tu dois inclure les administrations, j'imagine. Oui. Et généralement, les administrations, elles acceptent facilement de participer à ce type de processus. Comment tu t'y prends? Alors, il y a une culture. Alors, c'est vrai que c'est pas dans la culture des administrations, mais l'important, en tout cas, c'est qu'au niveau du groupe de concertation, on ait les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment au cas par cas au jugé. Et puis après aussi, faut tenir compte de la réalité des choses. C'est aussi qu'il y a certaines administrations qui sont en manque de moyens. Et c'est vrai que c'est une démarche qui est gourmande en temps. Mm. Euh, donc, elles peuvent participer à des copiles. En tout cas, on s'arrange toujours pour que la voix de l'administration, si elle est importante, elle soit représentée d'une façon ou d'une autre au sein du groupe de concertation. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler d'avoir un microcosme de toutes les parties prenantes, sachant que ce que ça soulève, en fait, ce que ta remarque, c'est qu'on a une grosse hétérogénéité de personnes. On peut avoir un habitant, un agriculteur, une personne de la direction départementale des territoires, euh, un élu, Mm. euh, donc, et puis des associations environnementales. Donc voilà, on joue avec cette diversité. Justement, oui, tu parlais des parties prenantes et notamment des habitants du territoire, les personnes qui évoluent au quotidien. Donc, il peut y avoir des associations, j'imagine, constituées, peut-être des collectifs, mais peut-être pas toujours. Comment tu fais pour associer ces personnes-là qui doit être soit difficile de les identifier quand même concrètement? Bah, c'est le travail en fait au niveau des entretiens. C'est là où
on fait une cartographie des parties prenantes et à partir de là, ben, on leur affecte une place dans le dispositif. En fait, c'est vraiment l'ingénierie du dialogue. Hmm. euh, voilà, des instances de pilotage. En fait, c'est vraiment toute la fonction du projet donc les fonctions de décision, la fonction de pilotage, la fonction de co-construction, la fonction de consultation pour donner un avis, ou d'information même. Donc, c'est vraiment toutes ces fonctions qu'on essaye de faire tenir dans un dispositif qui est proposé aux personnes qui y sont invitées. Et c'est notre feuille de route qu'on réajuste si, voilà, si besoin, mais c'est quelque chose, on fait vraiment ça dans une transparence complète en fait sur le processus à venir. Donc c'est un travail voilà, de bricolage en fait qui se fait sur mesure à chaque fois, quoi. Oui, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un gros travail en amont, avant même de commencer, de mettre les gens en présence. Vraiment te poser la question, qui doit être là, les contacter, éventuellement expliquer, faire preuve de pédagogie pour les inclure, parce que j'imagine que il y a sans doute des personnes qui refusent et du coup, ça fait capoter le Oui. projet. Et il y a l'autre question qui se pose sans doute, c'est, tu t'en parlais tout à l'heure, c'est que tout le monde ne peut pas être représenté par définition. Et c'est la question de la représentation des vivants non humains. Je crois que tu les appelles comme ça dans ton livre. Comment on représente la nature et peut-être les droits qu'on vient lui a donner. Comment tu fais? Alors ça, pour moi, c'est d'autant plus un sujet qui me tient à cœur que la légitimité en fait de la médiation environnementale, elle tient beaucoup dans la façon dont on va traiter cette question-là, quoi. Et d'ailleurs, c'était une des critiques qui était faite aux États-Unis sur cette pratique-là, c'était de dire qu'elle était anti-environnementale, parce que par définition, l'idée d'autonomie des parties, en fait, elle appelle, si on oublie la voix de la nature, on peut tout à fait se retrouver en situation où les parties humaines s'entendent sur le dos de l'environnement, quoi. Donc, voilà, à la fin, elles sont très contentes du processus, mais l'environnement s'en trouve pas forcément amélioré. Donc ça, c'est un vrai enjeu de crédibilité de la démarche et puis même éthique à partir du moment où on considère que la nature est une partie prenante du processus. Donc, et c'est ce que vraiment permet de penser la médiation par rapport à d'autres types d'approches, quoi. C'est on réunit les personnes en conflit, il y a cette idée cette notion d'absent. Hmm. Donc, ça permet de penser la place de la nature. Donc, comment on fait? Alors, c'est un chantier déjà qui est appelé à se conduire à être conduit dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, on a plusieurs façons de s'y prendre. Alors déjà, il y a la place des experts. De façon traditionnelle, en fait, l'expertise, elle parle au nom, elle décrit la réalité, mais au fond, la réalité, c'est aussi les besoins de la nature. Dans une rivière, combien on a besoin d'eau s'il y a des prélèvements, les- de combien d'eau doivent disposer les poissons, par exemple. De façon classique, en tout cas, les experts techniques, les naturalistes, les hydrologues, en fait, proposent déjà des choses. Donc, c'est arriver, en fait, à les mettre dans une posture qui favorise, en tout cas, c'est l'intention, une certaine empathie ou qui travaille sur les besoins de ces espèces-là. Il y a quelque chose qui se passe en fait quand on parle des espèces. Il y a quand même on peut s'appuyer sur une forme de curiosité en fait des gens, et c'est ça qu'on va essayer de travailler pour faire en sorte que les participants se représentent la nature comme une partie prenante parmi d'autres, même si elle est un peu spéciale. Donc il y a les experts, donc qui peuvent se faire porte-parole des besoins. Et aujourd'hui, on travaille aussi, on commence à travailler beaucoup avec les groupes de gardiens. Donc ça se fait pas mal dans les pays où il y a des peuples autochtones. Alors c'est pas le cas en France, mais par exemple sur le dernier projet là que j'ai conduit, la municipalité avait constitué un groupe d'ambassadeurs de la rivière, donc un groupe de 10 personnes formées aux enjeux de la rivière et qui ont été intégrés, donc en tout cas une partie d'entre eux, au groupe de concertation en tant qu'avocats de la rivière. Donc voilà, en fait, ça correspond à une sorte de renforcement d'une des parties
La voix de la nature était représentée en tout cas à travers ces personnes-là. Donc Voilà. ça, Après, il y a tout un champ d'expérimentation autour d'un dialogue direct avec le loup, mais là, on entre dans des vraiment des choses très expérimentales qui travaillent sur des exorationalités. Enfin voilà, concrètement, comment est-ce qu'on dialogue, comment est-ce qu'on communique avec une espèce euh, animale. Euh, donc, on est vraiment sur le champ de l'expérimentation, mais pour moi, la médiation, elle a vraiment sa place dedans, dans la mesure où il y a cette culture de l'altérité euh, qui est vraiment la matière première en fait de la médiation. Et là, on est sur de l'altérité radicale, quoi. Donc, et l'autre, même non humain, dont il faut prendre en compte les besoins, alors même qu'il n'est pas en mesure de les exprimer dans notre langage, en tous les cas. c'est ça, ouais. Donc, c'est penser, on change complètement de méthode, on change de cadre, mais il y a pour moi cette intention de la médiation, en tout cas, d'arriver à cette reconnaissance mutuelle finalement qui donne, qui légitime la présence de l'autre, quoi. Euh, et qui lui donne sa place en fait dans notre univers commun. C'est très intéressant, c'est des travaux à suivre parce que c'est vrai que ça ouvre des champs totalement inexplorés et auxquels il vaut le coup de s'intéresser pour faire évoluer la matière et protéger l'environnement et faire face aux défis qui s'offrent à nous. Mm. Tu parlais des experts, justement, qui peuvent être un peu la voix aussi du vivant non humain. Mais je crois qu'ils ont aussi un rôle très spécifique en médiation environnementale. Outre cet aspect-là, est-ce que tu les intègres dans ton processus? Est-ce qu'ils sont systématiquement présents? Est-ce que c'est les parties qui décident? Enfin, les participants plutôt? Alors pour moi c'est une vraie, c'est là encore une vraie problématique du dialogue territorial. Alors j'avais préparé une image peut-être qu'on peut illustrer pour montrer un peu la problématique des experts. C'était la dernière. Voilà, donc en fait, on a deux grands écueils en fait vis-à-vis de l'expertise. Je ne sais pas si tu vois le bon. Alors moi, je vois là, je la vois plus. Attends, je vais mettre. Je voulais la mettre en plein écran. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, donc là, on la voit en tout cas. Euh, donc il y a vraiment deux écueils qu'il faut arriver à éviter. Alors la première, c'est le travail d'expert, et c'est souvent en fait ce qui se passe, c'est qu'ils prennent en fait un peu la place des parties prenantes, sachant qu'on est sur des problématiques de toute façon qui sont complexes, qui demandent de l'expertise technique. Et aujourd'hui, on a une relation à l'environnement, en fait, au monde qui nous entoure, qui est euh, là pour le coup médiée par l'expertise de façon vraiment très très large. On voit alors même si on commence typiquement à voir dans notre vie concrète aujourd'hui les effets du changement climatique, mais jusqu'à maintenant, on sait beaucoup de cartes, beaucoup de données, beaucoup de graphiques, etc. Donc c'est vraiment l'environnement, on le voit à travers les yeux des experts. Enfin, ça, c'est une caractéristique de nos sociétés. Donc, dans les processus de dialogue, un des risques, c'est que bah, l'expertise, euh, en fait, prenne la place des parties prenantes. Et là, on n'est plus du tout dans la logique d'autonomie et Mm. de cet horizon de la médiation. Donc, et le schéma, le dessin à droite, c'est un dessin qui a été euh, fait par des propriétaires de moulins, donc qui forment des seuils et pour lesquels il y a eu tout un conflit en fait pour voilà les politiques publiques cherchaient à araser ces seuils pour permettre la remontée des poissons. Mm. Donc projet à finalité environnementale et qui a créé un gros conflit autour des propriétaires de ces seuils qui sont souvent d'anciens moulins qui n'ont plus d'usage. Mais voilà, ils ont produit en fait cette image qui considère que l'expertise en fait a pris la place, a pris le pouvoir en fait dans le processus. Donc ça, c'est vraiment le premier écueil.
Et en même temps, le deuxième écueil, c'est exactement le contraire, c'est de nier en fait la réalité, sachant que, alors dans le cas de la médiation, parfois généraliste, on peut considérer qu'on peut s'affranchir de la vérité, qui peut parfois être un obstacle pour s'entendre. Hmm. Donc voilà, là on est dans un cas qui est quand même particulier, c'est qu'on est, c'est, on- il y a la réalité quand même autour à prendre en compte, parce qu'elle sinon elle se rappelle à nous, et en fait il y a toute la problématique euh, des fake news, finalement d'arriver sur nier en fait l'évidence et la réalité qui nous entoure. Donc il y a vraiment ces deux écueils-là qui nécessitent de penser la place de l'expert dans le processus qui est nécessaire, mais qui ne doit pas prendre la place des parties prenantes. Hmm. Donc, il y a un gros travail, en fait, par exemple, en amont, la nécessité que les parties prenantes définissent elles-mêmes le problème qui se pose, et après, mandatent un expert pour y répondre. Alors que souvent, on fait quand même le contraire, quoi. On fait travailler les experts et ensuite, on va voir les parties prenantes en leur disant, mais qu'est-ce que vous pensez de ces propositions, de ce diagnostic? Et là, on a voilà, une opération de cadrage. Là, quand on parle du cadre de la médiation, on a une opération de cadrage par les experts et qui sont problématiques, en tout cas dans la définition du problème et dans sa résolution. Oui, donc dans un objectif d'autonomie, de responsabilisation des participants, toi, tu commences plutôt par l'inverse, c'est-à-dire que les participants eux-mêmes définissent la problématique et interrogent éventuellement l'expert sur des points très précis. C'est ça qui appelle une analyse scientifique, enfin, ou Ouais. technique. Alors ça, c'est l'idéal. Après, dans la réalité, on joue aussi avec une culture euh, du, du projet environnemental, en fait, qui commence déjà par l'expert. Donc, voilà, on joue avec, mais en tout cas, on fait vraiment attention à ce que l'expert vienne pas euh, borner, en fait, les marges de manœuvre des parties prenantes. Et en tout cas, c'est vrai, c'est que c'est une place assez spécifique à la médiation environnementale, même si l'expertise est présente dans d'autres modes de médiation. Là, c'est vrai qu'elle a une place assez centrale et en même temps, comme tu dis, qui présente des dangers Oui. pour répondre. Enfin, voilà, l'objectif n'étant pas de trouver une vérité scientifique, mais un projet qui puisse à la fois protéger l'environnement et convenir à l'ensemble des parties prenantes. Et donc là, on Alors, retrouve. si tu veux, j'ai un exemple, en fait, là-dessus, pour montrer un peu si on a le... Oui, je pense que je vais donner un exemple concret en fait pour dire comment ça peut se passer. Euh, donc avant de me former à la médiation, j'avais animé une démarche où il y avait vraiment du conflit autour du volume de gravier qui transitait dans une rivière et les experts en fait avaient défini un volume, on parlait de 10 000 mètres cubes par an. Voilà, c'est très technique. Et en fait, ce chiffre-là s'est mis à focaliser toutes les discussions euh, de remise en cause de l'expert, même prise à partie en fait de la place d'animateur par rapport à sa neutralité. Mais c'était tout se cristallisait autour de ce 10 000 mètres cubes. Donc ça me fait beaucoup penser aux questions peut-être d'argent aussi en médiation. Donc c'était voilà, c'était ces 10 000 mètres cubes. Ceux qui disaient non, il y en a plus. Ceux qui disaient il y en a moins, etc. Et là, on est typiquement sur une problématique de débat d'experts qui viennent en fait masquer ce qui relève des besoins. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à prendre de la distance avec l'expertise en la resituant à sa place, c'est-à-dire des pratiques, un état de l'art, une parole située, des incertitudes, et en demandant aux parties prenantes finalement sur cette problématique-là, qu'est-ce qui comptait pour elles, euh, par magie, en fait, ce chiffre-là, il s'est dissous, en fait. Ce point focal s'est complètement dissous pour laisser de la place aux acteurs. Donc là, on est sur un exemple, en fait, de débat d'experts qui masquait, en fait, une reconnaissance des besoins des uns et des autres. Oui, le vrai débat étant ailleurs, et ça, c'est le rôle du médiateur environnemental, c'est de déceler où doivent se situer les points de discussion, enfin, en tout cas, les faire émerger, les laisser émerger et pas se laisser entraîner, j'imagine, dans ce piège de débat technique, Ah oui. scientifique.
et qui ne va pas résoudre les choses finalement, parce qu'il y aura quelqu'un qui aura raison, l'autre qui aura tort. Et puis Bah, voilà. c'est ça, en fait. En fait, l'expertise, quand tu parles de piège, mais c'est exactement ça, en fait. Elle peut conduire, en tout cas, si elle est mal située, on reste sur le niveau des positions au lieu d'arriver à descendre vers les besoins, en fait, des parties prenantes. Donc ça, il faut être, j'imagine, particulièrement aguerri et d'où la spécificité de ce type de médiation pour être en mesure, hein, mais tu nous en parleras sans doute après, sur quelle formation pour médiateur environnemental pour être lui-même en mesure de prendre du recul par rapport à ce débat plutôt que de se laisser entraîner. On a une question de Francine Suma qui nous dit, qui paie les experts? Ce sont les promoteurs qui font des études dirigées sur le caractère bénéfique du projet. Alors voilà. Je pense que c'est une critique peut-être aussi du choix des experts. Est-ce que ça peut être quelque chose qui est manipulé par le porteur de projet? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu as été confronté à ce type de problématique? Oui, ben ça peut. Après, voilà, il y a des, c'est effectivement, on est de toute façon sur et ça c'est aussi quelque chose qui est spécifique à la médiation environnementale, on est sur des grosses asymétries de pouvoir globalement, mais aussi de capacité économique des uns et des autres, hein. Donc, une association environnementale, c'est quand même exceptionnel qu'elle puisse financer une contre-expertise. Donc, on est sur des acteurs en fait ou de commanditaires généralement en fait qui financent ces études techniques. Donc, comment on fait à partir de là? Donc, ça, c'est une réalité économique voilà, donc, qu'il faut tenir compte. C'est travailler, par exemple, sur l'écriture du cahier des charges de l'étude avec les parties prenantes. C'est une exigence de transparence des résultats. Euh, c'est un choix, par exemple, des experts par l'ensemble des parties prenantes associées. Donc, on est là sur le type de dispositif. Typiquement, c'est comment on donne confiance, en fait, euh, aux parties pour intégrer l'expertise dans le processus. Et ça se travaille au niveau du cadre et au niveau du dispositif. Donc voilà, on n'est pas dans une médiation pure. Il faut tenir compte de tous ces déséquilibres et de cette hétérogénéité en fait des acteurs. Hmm. Et pour ça, il faut arriver à faire tenir tout le monde et travailler des points précis, comment va se dérouler telle et telle étude, et pour que tout le monde soit à l'aise en fait avec ces questions-là, quoi, et que le contrat soit, voilà, soit très clair. Oui, c'est aux participants d'en discuter. Finalement, c'est la façon dont ils vont converser, parce que c'est une conversation. Et puis, qu'est-ce qui fait que ils arriveront à un résultat qui conviendra à tous? Euh, Ouais, et donc, le choix de l'expert fait partie de cette discussion. par exemple. Sachant qu'il y a une autre dimension dans l'expertise, c'est que il peut y avoir des parties prenantes, c'est souvent le cas en fait, qui ont une forme d'expertise, soit parce qu'ils sont déjà porteurs d'une expertise technique, et c'est déjà le cas par exemple des associations environnementales qui euh, peuvent avoir une forte expertise en fait, voire quasi équivalente à celle des intervenants extérieurs, soit qui ont une connaissance en fait du terrain sensible, d'expérience. Et il y a aussi tout un enjeu de faire dialoguer en fait ces différents savoirs en les mettant à la bonne place. Donc faire dialoguer l'agriculteur qui est là tous les jours sur le terrain, qui voit ce qui se passe, qui a une connaissance très située, avec l'expert qui a une connaissance, voilà, avec une approche toujours très réductionniste, avec des formules qui sont censées fonctionner dans tous les contextes. Donc on est sur une connaissance qui est plutôt décontextualisée, et c'est tout ça qui, en travaillant finalement l'expertise, la parole des uns et des autres, doit permettre au groupe de se forger une vision commune du problème. Souvent, on part du coup avec cette vision morcelée, et tout l'enjeu aussi, à travers l'expertise et les savoirs, c'est d'arriver à un groupe qui, voilà, à peu près fait le tour du problème, et qui arrive à dégager une vision commune, en tout cas, à minima, une vision des besoins des uns et des autres. Oui, en tout cas, cette question du choix de l'expert ou de son financement, t'en parlais à l'instant, ça pose la question du déséquilibre qui est souvent présent en médiation, quel que soit le type de médiation, mais qui peut-être en médiation environnementale est encore plus présent et c'est peut-être un point de vigilance du médiateur environnemental plus que des médiateurs familiaux, généralistes ou autres.
Ouais, je pense. Alors, j'ai une amie médiatrice qui, donc, dans une expérience de médiation environnementale, enfin, elle avait l'impression de jouer aux échecs, en fait, avec notamment son commanditaire. Et c'est une image qui me parle énormément. C'est beaucoup d'énergie, effectivement, pour euh, arriver à garder cette place de garant, en fait, qui est, je pense, beaucoup plus menacée, et de neutralité, en fait, qui est beaucoup plus menacée dans des contextes où il peut y avoir des pressions politiques. Euh, on intervient aussi souvent dans le code des marchés publics, dans le cadre des collectivités. Donc, il y a aussi cette relation économique qui se pose. Donc, il y a besoin de vraiment de jalonner, mais c'est voilà, beaucoup plus d'énergie, en tout cas, pour arriver à garantir euh, cette, euh, bah, cette neutralité, en tout cas, cette indépendance euh, par rapport à d'autres, je pense, formes de médiation, même si dans tous les cas, la question se pose. Mais là, c'est vrai qu'elle est, euh, le contexte, en fait, fait que cette neutralité, elle doit être défendue. Et il y a une vigilance, en fait, permanente du médiateur pour euh, voilà, arriver à la maintenir vis-à-vis notamment de son commanditaire, quoi. Oui, il faut être vigilant pour justement toujours assurer cet équilibre entre personnes qui n'ont pas le même poids économique, même en termes de connaissances aussi. On peut imaginer que c'est déséquilibré parfois. Et d'autant plus qu'en t'entendant discuter, ben enfin, parler de ces questions-là, on se rend bien compte que tu touches à des problématiques qui relèvent de l'intérêt général. Tu parlais de la rivière, enfin, toutes les questions que tu évoques depuis le début sont quelque chose, un patrimoine commun. Et donc là, c'est pareil, l'intérêt général, il n'est pas représenté en tant que tel, mais il a sans doute des relais dans la médiation. Comment tu fais par rapport à ces questions-là et pour associer l'ensemble des Euh, personnes qui ont leur mot à dire? alors, il y a une forme de prise de distance avec la notion d'intérêt général. Et là, on est en fait dans la même logique que celle enfin, du même horizon d'autonomie en fait, et de responsabilité. C'est-à-dire que l'intérêt général, en fait, c'est aussi une notion qui vient brider les capacités l'autonomie du groupe, finalement, s'il s'impose. Et c'est vrai qu'en France, on est dans cette culture-là, ce qui n'est pas le cas forcément de la culture anglo-saxonne, où on a un intérêt général, une vision qui est beaucoup plus négociée. Donc, alors, nous, c'est vrai qu'on a une logique où on prend de la distance, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui se revendiquent de l'intérêt général parce qu'ils appliquent la réglementation, mais on veille toujours à les situer, en fait, par rapport à... Pour nous, c'est des acteurs comme les autres. Et on est à essayer de chercher à bâtir ce qu'on appelle un intérêt collectif situé par rapport au problème en fait qu'on essaye de résoudre. Et pour nous, on part de toutes ces visions, donc qui peuvent concerner des acteurs qui se disent porter l'intérêt général, sachant que la notion d'intérêt général, ben, comme je le disais en introduction, elle est vraiment hyper contestée maintenant, quoi. Il y a des intérêts généraux la souveraineté alimentaire, la biodiversité, sans même parler des intérêts particuliers et des intérêts et l'intérêt général, en fait, on est dans une espèce d'explosion actuellement de la notion d'intérêt général, qui fait que c'est quand même difficile de. Moi, je souhaite bon courage à celui qui veut aujourd'hui dire quel est l'intérêt général euh, seul, en fait, sans tenir compte de tous ces visions multiples. Donc Mm. voilà, plutôt un intérêt collectif situé par rapport aux problèmes qu'on a à résoudre. Donc tu passes de l'intérêt général à l'intérêt collectif en intégrant un peu l'ensemble des personnes qui ont un mot à dire sur cette problématique. Et les Et, absents. ouais. Et ça me fait penser à la confidentialité à laquelle les médiateurs et médiatrices que nous sommes sont très attachés. Comment tu gères ça dans la mesure où bah, tu es face à des projets qui sont connus, sur lesquels un grand nombre de participants veulent s'exprimer, j'imagine. Comment tu gères cet aspect-là? Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique aussi à la médiation environnementale? Alors, on est effectivement sur des enjeux publics. D'ailleurs, c'était euh, une grosse critique en fait qui pouvait être faite
vis-à-vis de la médiation, c'était qu'elle a été aussi qualifiée d'antidémocratique par les opposants, notamment du fait de cette crainte, en tout cas, d'une instance un peu secrète où il ne filtrait rien en fait autour. Et alors, ça, pour moi, voilà, cette question, elle distingue la médiation environnementale de la médiation classique, là, pour lequel c'est vraiment une pierre angulaire. Euh, donc, c'est plutôt prendre la question de la sécurité, enfin, d'arriver à concilier la question de la sécurité de la parole. Et généralement, on arrive dans ce type de groupe avec une grosse demande de transparence, des Mm. gens qui disent on veut que tout ce qui se dit soit hyper transparent et une méfiance en fait envers le secret. Donc, et rapidement, les gens comprennent qu'on a besoin d'espaces sécurisés pour pouvoir se dire les choses. Et en même temps, effectivement, il y a besoin de partager ce qui se vit ou ce qui se dit dans cet espace-là, parce que ça concerne euh, voilà, des personnes qui sont à l'extérieur en fait de cet espace. Et pour moi, ça relève du cadre en fait qui est posé au départ en fonction de la problématique et des attentes des parties, c'est de se mettre d'accord sur ce qui sera, relèvera la confidentialité ou ce qui pourrait être rendu public. Et un entre-deux, par exemple, c'est les entretiens préalables, quand on les fait, on en fait une synthèse, qui est en fait un premier acte de médiation, c'est-à-dire que dans la synthèse, chacun retrouve son point de vue au milieu des autres, donc c'est une sorte de mosaïque, et on l'anonymise. Donc là, c'est un exemple d'entre-deux, en fait, c'est quelque chose qui est public, ou en tout cas potentiellement public, parce qu'elle est adressée euh, aux seules personnes interviewées, mais bon, comme c'est assez large, finalement, c'est un document qui peut se retrouver assez facilement sur la place publique. Mais on a cette attention, en tout cas, d'anonymiser pour sécuriser aussi la parole, et aussi on propose, en fait, quand on voit les gens d'entretien, on leur dit, si vous voulez nous dire des choses qui n'apparaissent pas dans cette synthèse, ils nous le disent et on le garde pour nous, quoi. Et c'est le médiateur qui rédige cette synthèse ou ce sont les participants eux-mêmes? À ce stade-là, c'est le médiateur en vue de la médiation, ouais. Parce qu'on dit souvent le médiateur ne rédige pas d'écrit en médiation généraliste ou là en environnemental, c'est encore une nouvelle spécificité. Enfin, c'est une pratique courante. En tout cas, nous, oui, dans le dialogue territorial, c'est difficile de, on a une telle hétérogénéité de parties prenantes et ils sont nombreux de toute façon que là, le médiateur, à la fois pour euh, faire cette synthèse et puis pour rédiger les comptes rendus, sachant que le principe, c'est aussi que le compte rendu soit validé par les parties prenantes et qu'elles se l'approprient, mais d'un point de vue pratique et peut-être aussi en termes d'équité, c'est difficile qu'il y ait une partie prenante qui prenne le stylo et là, c'est le médiateur qui le fait. Mm. Alors, on a une question qui dit, alors ça parle un peu de ce que tu disais, de la neutralité du médiateur, mais le médiateur étant désigné par le porteur de projet, c'est Marion Balgalier qui nous dit ça, et rémunéré par le porteur de projet. Comment faire en sorte que les autres parties prenantes acceptent le médiateur et que le processus puisse sereinement se dérouler? Donc, tu en parlais un petit peu, peut-être tu vas approfondir cette question de légitimité du médiateur et comment tu t'affirmes dans l'espace de médiation. Alors, déjà, donc, il y a un gros travail autour des conditions. Alors, à chaque mission, on se pose déjà la question si euh, d'y aller ou pas. Donc, il y a un premier filtre, en fait, qui s'opère, sachant que l'idée, c'est de mesurer les marges de manœuvre, en fait, qu'il y a autour d'un projet et qu'on ne soit pas instrumentalisé. Donc, c'est ça, en fait, qu'on essaie de mesurer. Si on voit sans dire que la décision est déjà prise, euh, qu'il n'y a pas des marges de manœuvre suffisantes, en fait, on n'y va pas. Donc ça, c'est le premier filtre. Le deuxième, c'est Il t'arrive que les parties te disent, ou les participants en l'occurrence, euh, est-ce que vous considérez qu'il y a suffisamment de marge de manœuvre? Alors toi, tu sais parce que tu en as parlé confidentiellement avec les uns les autres. Comment tu réagis par rapport à ça? pour moi, ça fait partie justement du cadre, hein. C'est-à-dire on définit l'objectif, qui n'est pas forcément celui au départ du maître d'ouvrage, mais qui répond à des préoccupations communes.
Et après, on définit les objets qui vont être mis en discussion et les objets qui sont exclus de la discussion. Ça, on le définit aussi. Donc ça, c'est une façon de rendre très transparent en fait les marges de manœuvre réelles vis-à-vis des participants qui ont après la possibilité, s'ils le souhaitent, mais voilà, moi je l'ai jamais vu, de refuser en fait de participer sur cette base-là. Parce que généralement, s'il n'y a pas assez marge de manœuvre, en fait, en amont, on considère qu'on n'y va pas, mais ça peut être aussi le manque de temps. On a Mm. besoin de temps. Enfin, il y a tout ce travail autour des conditions qui est voilà un premier filtre en amont. Et puis après, voilà, nos commanditaires en fait savent euh, l'approche qu'on leur propose. Et ils ont tout à fait le choix de prendre ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage, où là on est dans une autre logique. Donc il y a aussi cette adhésion en fait à une proposition de médiation qui est aussi un choix du commanditaire. Et après, voilà, il y a cette éthique qu'on a aussi, et il y a aussi une façon de conduire une médiation, donc le travail du cadre qui rétablit aussi de l'équité, et aussi une posture, notamment d'équité, où au niveau des praticiens du dialogue territorial, on a cette attention à l'équité, voire à proposer en tout cas un renforcement de certaines parties prenantes qui, par exemple, ont du mal à prendre la parole en public. Dans un groupe, il y a voilà, des parties qui ont l'habitude de la prise de parole en public, euh, d'autres beaucoup moins, et on peut se permettre de travailler auprès de ces parties-là euh, autour un temps spécifique autour de la définition de leurs besoins et les aider en fait dans une sorte de démarche de soutien ou d'empowerment, les amener dans ce groupe en étant déjà en capacité de porter une parole. Donc on fait cette proposition à ces groupes-là. Alors pour l'équité, on le fait à tous, mais voilà, ça permet d'avoir une approche pas complètement égalitaire qui ferait qu'on pourrait prendre le risque de reproduire ou renforcer les inégalités de pouvoir, mais c'est d'arriver à renforcer une partie qui serait en position de faiblesse en fait au sein du groupe. Il y a une participante qui nous dit comment rester à bonne distance et au-dessus des acteurs, y compris les politiques, ce doit être dur. Est-ce que tu as été confronté à des difficultés telles que celle-ci? Bah, il y a Oui, alors quand je parlais d'impression de jouer une partie d'échecs, pour moi, c'est en fonction du contexte, on est sur des projets qui ont des dimensions politiques, et au fond, c'est aussi à reconnaître, c'est-à-dire que le, les porteurs ont pu être élus sur un projet, ils ont un enjeu important aussi en tant que décideurs, en tant qu'élus, et ça, il y a besoin de le reconnaître, et on le reconnaît au niveau du rôle de décision. Donc voilà, il y a on scinde en fait la co-construction et la décision qui permet de les rassurer. Euh, mais voilà, il y a un enjeu à à chaque étape en fait de réassurer cette neutralité-là. Après, voilà, quand ils comprennent l'esprit, on a cette feuille de route aussi qui est commune à tout le monde, qui est aussi un contrat entre eux et nous. Donc on a des garde-fous, mais on multiplie ces garde-fous pour ben, arriver à résister aux petites pressions qu'on peut voilà, avoir. Alors, on a deux questions qui sont en lien avec les agences de concertation, les concertations plus classiques que tu connais bien aussi. Guylaine Guénézan notamment qui se demande comment s'articule ce travail avant, après, pendant la participation concertation du public en matière environnementale. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ben, l'approche de médiation, alors j'ai pas de cas où il y aurait eu une concertation au titre par exemple, la Commission nationale du débat public. euh, donc, avec un cas où il y aurait une concertation dans ce cadre-là, puis un débat public qui se serait opéré dans ce cadre-là. Euh, Maintenant, comme on articule, c'est aussi un travail du cadre, en fait, des temps de,
de travail en groupe restreint et des temps de concertation ou de consultation du public, en fait, c'est de toute façon pas des démarches qui s'opposent, euh, parce quand il y a des problématiques qui concernent beaucoup de monde, on fait les deux. Donc, au bout du compte, on utilise les outils participatifs classiques qu'on articule avec un travail de médiation au sein d'un groupe restreint. Tu avais un schéma que tu voulais nous montrer sur comment tu définis la médiation, sur les besoins, en partant des positions. Est-ce que tu veux que je le partage Oui, et ouais, ouais, on peut le partager parce que moi, ça me semble. en lien avec ce que tu es en train de dire? Oui, alors ça, c'est un schéma que je montre aux personnes qui ont une culture de la concertation parce que pour moi, j'appelle ça un peu la pépite de la médiation, mais c'est vraiment le processus qui différencie la médiation des autres approches qui restent, elles, souvent au niveau des positions et le débat public notamment. Pour moi, il reste tant à y rester en fait à ce niveau-là. Une guerre de position, je suis pour, je suis contre, je veux ci, je veux ça. Voilà. Et la médiation, elle, en fait, en descendant jusqu'aux besoins pour après remonter vers des solutions qui répondent à ces besoins, en sortant, en se dégageant en fait des guerres de position, propose vraiment un cheminement qui est propre en fait à cette pratique-là. Donc pour moi, c'est l'apport de la médiation au sein du monde qui est quand même assez innovant, dynamique, euh, du, de la participation et du dialogue environnemental d'une façon générale. Donc je pense que c'est un schéma qui est assez, en tout cas, connu des médiateurs, en fait, qui reprend l'idée de l'iceberg entre les besoins latents, enfin tout ce qui est latent et tout ce qui est euh, exprimé et qui relève des positions. Et pour moi, voilà, c'est vraiment ce mouvement-là, euh, au travers du travail d'ingénierie, donc qui peut concerner voilà, beaucoup de monde, euh, avec des problématiques expertes. En fait, c'est ce mouvement-là qu'il faut que l'enjeu d'arriver à refaire ce parcours dans le cadre du processus qu'on conçoit et qu'on anime. Y compris dans des problématiques très techniques enfin, qui peuvent d'un Mm. prime abord apparaître très techniques et quand bien même il y a des perceptions, il y a des émotions, il y a des besoins qui t'appartient d'aller déceler et mettre au jour. Alors, il y a peut-être un point, tu dis les émotions. Là, alors c'est aussi une différence. On est sur des processus donc c'est de la médiation collective, qui peut, voilà, mobiliser. Alors, il y a débat, est-ce qu'on met des élus dedans? Pour moi, je le fais si ça remet pas en cause, en tout cas, la liberté de parole des uns et des autres. Donc, c'est vraiment juger et savoir typiquement, un grand élu, a pas vraiment sa place pour moi dans le processus. Mais euh, c'est le fait dans l'instance collective, en fait, d'être quand même vigilant. Quand on travaille sur les émotions, on travaille pas de la même façon. Je pense, quand on est sur des groupes très restreints, parce qu'il y a un enjeu de perte de face, notamment de représentants, des gens qui peuvent avoir des responsabilités et qui ont aussi du mal, en fait, à exprimer des émotions. Donc, il y a quelque chose il y a un tact, en fait, à avoir pour, voilà, pas trop insister, en tout cas, là-dessus, ou trop le pointer pour l'interroger. Donc, on travaille beaucoup sur les perceptions. Les émotions, sans doute un peu moins que, en médiation, classique. Peut-être en plus en séance individuelle, quand tu es avec les personnes, est-ce que c'est un point que tu abordes quand même ou tu restes quand même prudent, y Ah compris? oui, 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 ah oui. Alors, oui, oui, ça c'est. Là, on peut l'aborder de façon beaucoup plus directe, mais en tout cas, il y a un enjeu de représentation de soi, en fait, qui a à voir avec la taille du groupe et les problématiques, on va dire, publiques ou le statut public aussi de certains acteurs. Oui, tu parles de la fonction, enfin les personnes qui font Ouais, représentation, elles ne peuvent pas se dévoiler pour c'est garder ça, ouais. une certaine crédibilité de la fonction qu'elles représentent. Elles peuvent pas se montrer totalement à nu devant les autres. Mm. Alors, une question qui dit, quelles seraient de votre expérience des limites qui seraient spécifiques à la médiation environnementale et à sa mise en œuvre concrète?
Alors moi, j'en vois, en tout cas, j'en vois une qui est euh, assez importante. C'est quand on parle de dialogue territorial, en fait, le mot territorial, il n'est pas là par hasard. En fait, il parle d'un espace partagé. Et typiquement, dans des conflits d'environnement, en fait, on retrouve un jeu de posture à tel point qu'il y a des médias. Moi, j'ai voilà, le cas de médiation qui ont réussi entre des acteurs de terrain et qui se sont fait torpiller en fait par des acteurs nationaux parce qu'au fond, il y avait des bénéfices du conflit pour ces acteurs-là qui étaient supérieurs à la résolution locale en fait du problème. Et moi, je juge pas ça, mais voilà, il peut y avoir un conflit local en fait devient vite symbolique. Là, en l'occurrence, à la Clusa, ça peut être le cas d'un combat plus général. Donc, on est sur des questions de symboles, des questions aussi pour les associations environnementales. Ça peut être aussi une façon de faire de la pédagogie autour de thématiques. Donc, et ça rentre dans une stratégie, on va dire, qui se passe à une autre échelle, ou le besoin d'aller devant le juge pour changer la jurisprudence. Donc, il y a ces enjeux qui dépassent en fait le cadre du local. Mais pour moi, là où on a vraiment le levier, en fait, c'est l'espace partagé et le besoin d'avoir un espace commun pour, voilà, à partager. Et au fond, et qui permet d'aller au-delà des postures, des questions idéologiques. C'est qu'au fond, on a le territoire, c'est un espace où les gens ont besoin de s'entendre parce qu'ils ont leurs voisins, voilà, ils y vivent sur ce territoire. Et ça, c'est un levier. Mais du coup, c'est aussi, je pense, la limite, sachant que voilà, la médiation environnementale, elle est aussi appelée à se développer. Il y aura peut-être d'autres approches. Euh, Ils vont travailler en fait sur ces problématiques où il y a moins de ce vécu commun, cet enjeu-là, et peut-être moins cette motivation à dépasser les, les, les oppositions localement. Donc, ça fait pour moi partie des frontières un peu de la médiation environnementale et des champs d'expérimentation et d'exploration à conduire. Et justement, tu parles de perspective de développement. Est-ce que tu penses que la médiation environnementale est appelée à se développer? Et si oui, à quel rythme? Alors, le rythme, j'en sais absolument rien. Je pense qu'elle est appelée à se développer du fait du contexte actuel d'une société qui se fracture, on voit qu'on vit de plus en plus dans des bulles informationnelles de perception qui font qu'un voisin, on peut finalement, voilà, chacun a son monde un peu sur mesure et alimenté par des réseaux sociaux qui choisissent ces informations qui lui conviennent. Donc, il y a cette dimension là, en fait, qui fait que pour moi, il y a au fond que la médiation aujourd'hui qui se propose de façon convaincante d'aborder finalement le dialogue entre des personnes qui ont des intérêts, mais aussi des imaginaires qui divergent complètement. Mm. Donc, le contexte, en fait, est de plus en plus favorable à ça. Il y a de plus en plus de personnes qui réclament de la médiation. Voilà, la question, c'est comment au niveau institutionnel les choses se structurent, notamment, je pense, au niveau de l'offre, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de communauté de médiateurs environnementaux. Euh, Donc, quand tu dis ça, tu veux dire qu'il n'y a pas d'association qui les représente? C'est ça que tu veux dire? Ou- Non, 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 il n'y a pas d'association. Il y a voilà, quelques groupes qui travaillent en réseau de façon indépendante. Mais pour moi, il y a en tout cas un enjeu du coup, dialogue entre ces praticiens et ceux qui vont aussi euh, venir à cette pratique. Je pense qu'il y a de plus en plus de médiateurs et de personnes qui travaillent dans la concertation qui s'intéressent à la médiation. Donc, il y a un enjeu, en tout cas, d'arriver à structurer ce champ au niveau professionnel euh, pour arriver à conduire des expérimentations, à faire des évaluations, à dialoguer peut-être entre des approches qui peuvent être euh, appelées à être différentes, parce que j'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura voilà, des nouvelles pistes qui vont être aussi explorées.
Donc c'est tout ça, je pense, qu'il faut aussi structurer pour pouvoir aussi répondre à une demande euh, qui est appelée à croître. Mm. Alors, quelqu'un qui voudrait devenir médiateur environnemental, aujourd'hui, il fait comment? Elle fait comment? Euh, Alors aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, du sur-mesure en termes de parcours. Ce que je vois, alors dans les médiateurs que je connais, ceux qui interviennent de façon régulière, en tout cas dans cette thématique, ce qui est mon cas, donc on a un profil technique. Donc il y a la connaissance, en fait, pour moi, il y a trois enjeux quand on est médiateur environnemental. Il y a la connaissance de la thématique et même si on ne doit pas être un spécialiste forcément de cette thématique-là, il y a quand même besoin d'une culture, d'employer les mots et aussi d'avoir cette culture de l'expertise qui permet d'avoir du recul et de concevoir une place de l'expert, on va dire, qui soit pertinente par rapport aux problèmes à traiter. Et aussi en termes de crédibilité vis-à-vis des acteurs qui connaissent très bien aussi leur environnement de discussion, de leurs en préoccupations. pur généraliste, qui n'aurait pas de notion technique, tu penses il serait difficilement crédible aux yeux des acteurs et pourrait difficilement animer un échange entre eux. Pour moi, enfin voilà, il faudrait juger en situation, mais ça me semble quand même difficile, euh, sachant que le terrain n'est pas vierge en fait. Ces thématiques-là, elles sont quand même souvent traitées par d'autres démarches, euh, et, et le risque en fait, c'est un peu de réinventer l'eau chaude, alors que les acteurs sont déjà loin et qu'il y a besoin de les amener plus loin en fait voilà, sur ce chemin. Donc, en tout cas, j'ai pas d'avis complètement arrêté, mais cette dimension technique, elle me semble, Mm. cette culture générale, en tout cas, de la thématique, elle me semble importante. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, alors la posture de médiateur, ça c'est sûr. Et pour le coup, les techniciens, les ingénieurs n'ont pas cette posture-là. Donc aujourd'hui, en tout cas, elle s'acquiert essentiellement enfin pas pour essentiellement, mais exclusivement dans les formations de médiation généraliste, Mhm. où elle se travaille, mais ce qui suppose après un travail individuel pour arriver à recoller les morceaux dans cette pratique qui est quand même particulière. La troisième dimension, c'est tout l'aspect finalement participatif. Donc, on voit qu'on est sur des processus et des dispositifs hybrides qui peuvent mobiliser l'animation de groupe, euh, des outils de facilitation, des outils de participation du public, animer des réunions publiques, concevoir des ateliers publics. Donc là, et c'est d'arriver à combiner en fait ces trois pôles de compétences. Euh, voilà, pour moi, c'est des- aujourd'hui, je considère comme une condition pour pouvoir aborder des problématiques de façon relativement large, en tout cas dans ce qui peut se proposer. Donc, plutôt un profil technique, enfin, en tout cas une familiarité un peu avec ce vocabulaire, cette culture, parce que les acteurs de terrain connaissent très bien et donc pour avoir sa crédibilité en tant que médiateur, une formation à la médiation généraliste, et puis peut-être acquérir des outils d'animation de groupe, de grands groupes, hein, tu disais. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il existe des formations de médiation environnementale? Alors, je sais que tu dispenses un jour, hein, au parcours médiation administrative. Je t'avais demandé de faire parce que ça me semblait important pour les futurs médiateurs administratifs d'avoir un petit vernis, mais je pense que c'est loin d'être suffisant. Est-ce que tu connais d'autres formations qui existent, vers lesquelles les médiateurs pourraient se diriger? Alors aujourd'hui, il y a pas de formation. Alors il y a des formations en dialogue territorial qui sont dispensées par l'école du dialogue territorial et il y a l'IFRE aussi, je crois qu'ils sont à Poitiers qui le proposent, mais il n'y a pas encore de formation en tant que telle aujourd'hui de DU ou de master autant il y en a de médiation, mais il n'y a pas de médiation environnementale en tant que telle. Donc ça aussi, c'est un champ qui est, je pense, en train de se structurer.
C'est aussi un champ très mouvant, hein, donc je pense que d'une année sur ce que je pourrais en dire l'année prochaine ou ce que j'en disais il y a quelques temps, c'est voilà encore différent. Donc on est sur des choses très très mouvantes, mais on a en tout cas un domaine qui est en train de se structurer et qui n'est pas complètement mature en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez frustrant parce que du coup je réponds pas vraiment à la question de comment on fait pour se former. Finalement, ce que tu dis, c'est que ça reste à construire. Donc, moi, j'invite les personnes qui nous écoutent à, si jamais elles sont intéressées par des formations de ce type, peut-être que le SEMA pourra en proposer avec toi, peut-être avec d'autres pour avoir d'autres regards, enfin, construire peut-être un parcours hein, mais de médiateur environnemental. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et c'est au contraire passionnant de se dire qu'il y a tout à faire et à apprendre. Alors passionnant, ouais, je te le confirme. Donc, alors, n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, je vous mets l'adresse dans le fil de discussion. Vous envoyez un message au SEMA s'il y a suffisamment de demandes ou de personnes intéressées. Peut-être que tu serais partant pour construire quelque chose de novateur pour accompagner justement ce champ de développement dont on a compris qu'il serait sans doute important à l'avenir. Là, moi, les professionnels avec qui je travaille, on a aussi une forte motivation pour diffuser cette culture-là et du coup former bah, des acteurs qui peuvent ensuite mettre en œuvre des processus de médiation. Ouais. Mm. Donc on arrive quasiment au terme. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la discussion, n'hésitez pas, ou les questions-réponses. On a encore 3 minutes. Je pense qu'on a fait globalement le tour des questions pour avoir un aperçu général de ce qu'est la médiation environnementale aujourd'hui. Est-ce que toi, Nicolas, tu voudrais ajouter quelque chose, un point qui n'aurait pas été abordé ou suffisamment détaillé? Pour moi, j'aurais envie de conclure sur euh, ouais, je pense que c'est vraiment un besoin en tout cas de réfléchir de façon collective en fait et de structurer ce champ entre des professionnels qui interviennent déjà sur le champ de l'environnement pour créer une communauté de médiateurs environnementaux et puis qui permettent un dialogue en fait entre des approches. Je pense à des approches peut-être aussi nord-américaines où il y a d'autres approches qui sont aussi, à mon avis, importantes de regarder, en tout cas d'avoir, de réfléchir ensemble euh, pour se nourrir les uns les autres et puis voilà, avancer vers la promotion d'une pratique qui, à mon avis, une pratique d'avenir euh, et qui a encore des gros chantiers à conduire, quoi. Par exemple, il y a la question des non-vivants dont on a parlé. Je pense aussi dans le domaine de la participation du public, comment on arrive à, à faire vivre ou à partager en tout cas ce qui se vit au sein d'un tout petit groupe dans des instances beaucoup plus, enfin dans des espaces beaucoup plus élargis. Euh, voilà, donc des chantiers, voilà, on a de quoi faire, on a de quoi réfléchir. Il faut qu'on expérimente et il faut qu'on puisse évaluer ensuite ce qui a été fait et avancer comme ça. Donc en tout cas, on a compris que c'était un champ porteur. Donc on invite toutes les personnes qui nous écoutent à approfondir et puis à se former aux besoins pour accompagner ce mouvement et pour qu'il y ait des personnes, justement, on a vu que la posture de médiateur environnemental était très spécifique et il fallait être vigilant à plein de paramètres, donc à réfléchir à ça et qu'il y ait des personnes compétentes pour accompagner l'ensemble de ces processus. Donc, en tout cas, je tenais à te remercier, Nicolas, pour la richesse de cet échange et puis ta disponibilité. Merci infiniment. Et je voulais aussi remercier Catherine Emmanuel qui est à l'origine hein, de cette idée. C'est celle qui m'avait au départ suggéré ce webinaire avec toi. Donc merci à elle pour l'ouverture dont elle fait preuve au quotidien. Et puis aussi Hélène Toumier qui nous écoute en coulisses et qui a piloté toute la technique et nous a accompagnés pour que ce webinaire puisse se faire dans les meilleures conditions. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, écoute, je serais ravie de continuer à partager avec toi dans le cadre de CEMA ou d'autres cadres sur ces sujets passionnants.
Ben, merci en tout cas, merci Elsa, et puis merci au SEMA pour l'occasion ouais, qui m'était donnée ici de partager voilà, un sujet qui me porte.